En ce jour sombre, Guillaume de Castelnac n'a plus le choix. Il va devoir combattre. Autour de sa demeure, assiégée depuis plusieurs jours, les troupes ennemies se préparent à l'attaque. Signe d'une incroyable réussite, ce château fort, conçu pour résister à toutes sortes d'assauts, suscite convoitise et jalousie. Mais aujourd'hui, va-t-il permettre à Guillaume de repousser l'ennemi et de rétablir la paix sur ses terres? Et surtout, pourra-t-il protéger la vie de sa femme, de ses 2 filles, de ses hommes et de ses villageois? Au pied des murailles, dans les rangs adverses, le seigneur de Vertou, l'ennemi héréditaire des Castelnac, croit tenir la victoire. Le siège n'a que trop duré. Le moment est venu de lancer l'assaut. Seigneur, donnez-moi la force de vaincre ce bâtard de Vertou. Une fois de plus, Guillaume va constater que la cruauté de Vertou est sans limite. Père, pour toi, je défendrai notre honneur, nos terres et notre château, jusqu'à mon dernier souffle. Guillaume se doit de porter au plus haut les couleurs des Castelnac. En attaquant, Vertou fera de son château le théâtre d'un affrontement aussi terrible qu'inévitable. Le sang va couler. Nous sommes au XIIIe siècle, et cette histoire est celle de Guillaume, un seigneur, vaillant chevalier, qui s'est enrichi grâce à une agriculture florissante. Tout puissant sur son territoire, Guillaume est traumatisé par la mort de son père, victime d'un incendie criminel. Depuis, il n'a qu'une obsession, finir au plus vite son château pour protéger sa femme et ses 2 filles. Depuis des mois, des dizaines d'hommes et de femmes travaillent à la construction de son château. Mais la dernière étape s'annonce plus longue que prévu. En visite sur le chantier, Guillaume prend conscience des difficultés rencontrées par les ouvriers et se demande si son château sera bien prêt avant l'hiver. Guillaume doit rêver au prestige. Le prestige est au moins aussi important que la valeur militaire. Ça compte beaucoup d'avoir un beau château. Père, comme je vous l'ai promis, ce château se dressera fièrement au point le plus haut de nos terres. Il fera la renommée de notre famille. Il faut toujours construire un château sur un point élevé, le plus élevé possible, un éperon rocheux, pour être vu, imposer sa puissance et surtout pouvoir surveiller aussi les troupes ennemies qui pourraient à un moment donné se présenter au seigneur. Le choix est aussi un choix stratégique dans la mesure où on peut chercher à contrôler une voie de passage, une route ou un fleuve. Il faut aussi avoir en tête que les matières premières sont importantes. Il faut donc construire son château proche de carrières pour pouvoir en tirer la pierre et proche de forêts pour pouvoir aussi utiliser le bois pour les décors, le parquet ou les charpentes par exemple. À la carrière, le maître d'œuvre doit tout faire pour éviter une catastrophe. Les pierres de parement qui embellissent le château n'arrivent pas assez vite. Le chantier risque d'être bloqué. Embaucher de nouveaux ouvriers coûterait beaucoup trop cher. Il lui faut donc absolument convaincre les tailleurs de pierre d'être encore plus efficaces. Pour le maître d'œuvre, l'enjeu est immense.
Le maître d'œuvre a charge pour lui de réaliser un château qui se rapproche du modèle signalé par le seigneur ou souhaité par le seigneur. Le seigneur peut avoir des ambitions plus modestes ou être plus radin, plus économe ou au contraire beaucoup plus ambitieux. Je veux mieux que ce modèle-là, etc. Ça fonctionne comme ça. Je ne peux pas tout contrôler par moi-même. Comment faire confiance à tous ces gens que je ne connais pas? Il y a des hommes qui sont non qualifiés, qui peuvent être des gens du Seigneur, c'est-à-dire qui dépendent de la seigneurie et à qui sont imposées des corvées, les corvées de porter, par exemple des paniers contenant le mortier de chaux qui va servir à faire les joints, etc. Des travaux physiques sans qualification particulière. Accompagné de son architecte et de son intendant, Guillaume réalise que le retard sera difficile à rattraper. Il s'inquiète. Sa femme et ses 2 filles sont déjà installées au château. Mais sans les fortifications toujours en construction, sa famille reste vulnérable. On trouve à la tête des ouvriers spécialisés qui sont les tailleurs de pierre, mais qui peuvent être aussi maçons. Alors eux, ils forment une espèce d'aristocratie sur le chantier. Et en dessous, on trouve alors les métiers du bois, les charpentiers, les menuisiers. Et puis aussi, il faut quand même du fer pour réparer les outils, les forgerons qui sont aussi un peu moins bien payés. Il y a aussi ceux qui maîtrisent la fabrication de la chaux. Dans un four à chaux, il faut construire le four. Il y a ceux qui confectionnent les outils, parce qu'on a toujours besoin d'outils, et les outils s'usent en taillant les pierres. Donc il y a des forges. Finalement, c'est tout un petit monde d'artisans de la construction qui conjuguent leurs compétences. Diplomate, le maître d'œuvre trouve un accord avec les tailleurs de pierre. Quelques sous de plus pour chacun, et l'on passe à un nombre de pierres suffisant pour alimenter le chantier. Le maître d'œuvre va pouvoir, en personne, apporter la bonne nouvelle au seigneur de Castelnac. Un tailleur de pierre, vers la fin du Moyen-Âge, il est un petit peu mieux payé que d'autres corps de métier qui travaillent sur le chantier. Il gagne à peu près 5 deniers par jour. Il va nourrir sa famille avec ça, il va acheter le pain, il va avoir une petite maison de location dans une ville, il va s'acheter sa tenue de travail. Tandis qu'on ne peut pas vraiment se nourrir correctement avec un salaire de manœuvre. Dans les manœuvres, il y a des hommes et il y a des femmes. Et le salaire de la femme est toujours la moitié de celui du manœuvre homme. Elles sont incapables de vivre, il est impossible de vivre avec un salaire féminin. Le chantier ne sera donc pas bloqué. Pour autant, la course contre la montre est véritablement engagée. Alors que le jour se lève à peine, le froid a envahi les terres du seigneur de Castelnac. Guillaume pense que les conditions sont idéales pour chasser. Son fidèle garde-chasse a déjà repéré quelques proies. Tout naturellement, il mène la troupe sur un site où passe le gibier pour se nourrir. À l'arrière, Guillaume chevauche aux côtés de Jean, son jeune écuyer. Le seigneur de Castelnac a accepté de le former pour qu'il devienne chevalier. Le chemin est ici, près du ruisseau. Je crois qu'il est largement temps pour lui de me prouver qu'il est prêt à devenir chevalier. Par ici, mes seigneurs. La chasse est un formidable entraînement à la guerre et fait partie de son apprentissage. Le fait que Guillaume amène Jean à la chasse, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est comme ça qu'il va apprendre le métier de chevalier. C'est vraiment un rituel qui se transmet de génération en génération et surtout, il faut respecter les gestes de ses ancêtres. Guillaume veut savoir si Jean saura se montrer habile dans ce difficile exercice de tir. Depuis son arrivée au château, Guillaume lui a tout appris.
Jean ne veut pas décevoir son mentor. Revenir bredouille de cette partie de chasse serait un terrible échec. Depuis leur départ, les deux hommes n'ont pas échangé un mot. Aujourd'hui, c'est Jean qui aura l'honneur de tirer le premier. L'instant de vérité approche. Jusqu'alors, la chasse principale, c'était la chasse au sanglier ou à l'ours, qui était vraiment une chasse où il y avait un corps à corps avec l'animal. Et ça, l'Église ne supporte pas. Et au XIIIe siècle, le cerf deviendra l'animal noble par excellence. En ajustant son tir, Jean sait que sa main ne doit pas trembler. L'occasion est trop belle. Un cerf est à sa portée. Mais il rate sa cible. Guillaume et Jean pratiquent une forme de chasse très spécifique, celle en fin de compte de l'entraînement militaire, en apprenant à manier l'arc et l'arbalète. C'est une chasse, on va dire, plus ordinaire. Il y a une chasse d'apparat, c'est celle où il faut montrer sa puissance, montrer sa richesse, donc ça va passer par la chasse à courre ou la chasse au faucon. Quand on veut prouver sa noblesse, au XIIIe siècle, un des critères, c'est le fait de posséder une meute de chiens. Ça fait partie de ce que l'on appelle le vivre noblement. À ses côtés, Guillaume anticipe les mouvements du gibier en fuite et vise juste. L'expérience a fait la différence. Jean se sent humilié. Pendant tout le Moyen-Âge, la chasse n'est pas un privilège noble. Les paysans peuvent chasser, mais pas sur les territoires qu'on dit mis en défense, c'est-à-dire les territoires réservés aux seigneurs. Le paysan, il a le droit d'amener ses cochons, par exemple, pour qu'ils puissent manger des glands. Il a le droit aussi de ramasser du bois mort. En revanche, en aucun cas, il n'a le droit de couper du bois. Imaginez si un seul instant lui prenait l'idée de chasser le gibier. Là, ça serait absolument dramatique pour lui. Alors que Guillaume s'interroge sur les capacités de son écuyer, il fait une découverte inattendue. Un piège. Le paysan surpris en train de braconner ne peut pas forcément payer avec de l'argent. Donc il y a un système d'équivalence. Si par exemple le paysan a chassé un chevreuil, il devra s'acquitter d'une chèvre. S'il a chassé un sanglier, il devra s'acquitter d'un cochon. Et si c'est le cerf, l'animal noble par excellence, là, il devra s'acquitter du taureau, qui est aussi l'animal le plus important de la ferme. Pour Guillaume, ce collet est une véritable provocation. Qui a osé s'en prendre à mon gibier? Je ne peux pas laisser un tel affront impuni. Si on prend l'exemple de Mao d'Artois, il y a un paysan qui est pris en train de attraper des lapins avec un collet sur ses terres, elle lui fait crever les yeux. Ça lui coûte d'ailleurs pas mal d'argent parce qu'il faut payer le bourreau. Dès demain, Guillaume ira dans son village pour élucider cette étrange affaire. Au village, l'ambiance est morose. Adélaïde, la femme du plus riche des villageois, souffre de douleurs atroces. Depuis plusieurs jours, elle n'a pas quitté sa couche. L'attention de ses proches n'y change rien. La pauvre femme dépérit et on craint le pire. Le prêtre administre les derniers sacrements à cette pauvre femme, tandis qu'à l'autre bout du village, Guillaume fait son entrée. Il est venu pour démêler au plus vite cette histoire de braconnage et trouver le coupable. Ce matin, l'accueil qui lui est réservé est pour le moins hostile. Il n'est pas le bienvenu. Voilà comment me remercient ceux que je nourris, les ingrats. C'est plutôt moi qui devrais leur montrer ma colère. Les rapports entre le seigneur et ses villageois peut être parfois un rapport comme un peu un chef d'entreprise avec ses salariés. Parce que tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Il a
un domaine qu'il exploite lui-même, ce qu'on appelle la réserve. La réserve, c'est la partie de la seigneurie que le seigneur garde pour lui en exploitation directe, sur lequel les paysans sont des ouvriers agricoles, payés par lui. Mais le plus gros de la superficie, ce sont ce qu'on appelle des tenures qui sont louées en quelque sorte à des villageois qui payent ce qu'on appellerait un loyer aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque le cens. La protection du seigneur, elle est loin d'être gratuite. Les paysans doivent verser à leur seigneur une sorte d'impôt, une taxe qu'on appelle la taille. Quand le seigneur voulait construire un château, il avait besoin d'un apport d'argent, donc la taille pouvait augmenter, vous voyez. Ils doivent aussi lui verser de l'argent lorsqu'il s'agit d'utiliser le four, le pressoir, le moulin, c'est ce qu'on appelle les banalités. Contrairement à ce qu'on croit, ce qui rapporte le plus au seigneur, ce ne sont pas les terres, ce ne sont pas les impôts sur les paysans, ce sont les droits de justice. Surpris par l'accueil, le seigneur de Castelnac part à la rencontre d'Ancelin, le représentant des villageois. Guillaume a une totale confiance en lui et espère trouver une explication à la grogne des paysans. Guillaume ne sait rien de l'état d'Adélaïde, mais il comprend que quelque chose de grave est arrivé quand il croise le curé et qu'il découvre le visage fermé d'Ancelin. Faire appel au prêtre quand on a peur de mourir, c'est essentiel. On ne peut pas imaginer les choses autrement. La mauvaise mort pour les gens du Moyen-Âge, c'est mourir d'un accident ou subitement, sans avoir eu le temps de régler ses affaires pour aller dans l'au-delà. La bonne mort, elle peut être très cruelle, on peut souffrir beaucoup, mais c'est une bonne mort parce qu'on a eu le temps de faire ses adieux, de dicter son testament et de prononcer des prières pour pouvoir aller au paradis. Rustre, austère et direct, Ancelin, le chef du village, a ses habitudes avec le seigneur. Aujourd'hui, il a une attitude différente et Guillaume se demande s'il ne va pas être confronté à une révolte paysanne qu'il n'a pas vue venir. Dans ce contexte tendu, il évoque avec prudence le collet trouvé sur ses terres. La réaction d'Ancelin laisse Guillaume perplexe. La tension est palpable. L'autorité du seigneur reste très nette. Il a ses sergents, il a le pouvoir, il a la possibilité de la violence quasiment légitimée, mais en face, ça sait très bien se défendre aussi. Il y a à la tête de chaque village 1 ou 2 coqs de village, on les appelle comme ça. L'expression veut dire que c'est eux qui parlent le plus fort. On les appelle aussi les laboureurs parce que c'est eux qui ont une charrue et qui ont un train de labourage, c'est-à-dire des bœufs ou des chevaux. Et parfois, ils les louent et à bon prix aux autres paysans et donc ils tiennent aussi un peu les autres paysans en laisse, c'est le cas de le dire. La révolte gronde dans mon village et je n'ai pas la moindre idée de ce qui en est la cause. Que me cache-t-on ? On peut tenir tête à son seigneur, donc il doit y avoir des réunions qui doivent ressembler à des réunions de conseil municipal un peu. Ça doit dire non mais attendez, là on n'est pas d'accord, et il y a des sortes de donnant-donnant. Pour tenter de prendre l'avantage, Guillaume propose à Ancelin de faire venir son médecin personnel au chevet d'Adélaïde. Un geste apprécié par le villageois. Le coq du village se met enfin à chanter et va expliquer à son seigneur la raison qui a pu pousser un paysan à braconner. Le village est affamé et manque cruellement de nourriture. Ancelin entend aussi persuader Guillaume de ne pas le forcer à dénoncer qui que ce soit. Quand on pense aux paysans du Moyen-Âge, on a tendance à les mettre tous dans le même panier. Et en réalité, c'est absurde et ça n'a jamais été une société égalitaire. Il y a une grosse majorité de paysans moyens qui vivent sans peine, qui ne meurent pas de faim, et puis une assez grosse minorité quand même de paysans sans terre ou de paysans qui ont petite parcelle de terre et qui doivent travailler pour le seigneur, mais aussi, et plus souvent, pour les riches paysans de leur village. Arrivé au plus vite, le médecin ne peut que constater la gravité du mal qui gagne Adélaïde. En lui administrant son remède, le médecin sait très bien que la pauvre paysanne n'en a plus pour très longtemps.
Au Moyen-Âge, on est souvent malade. On vit dans des maisons où il fait très froid, donc il n'est pas rare d'attraper du mal, comme on dit. On consomme de l'eau, mais comment savoir si elle est potable ou pas? On peut attraper n'importe quel microbe, n'importe quelle bactérie en buvant de l'eau. Et puis il y a ce qui relève des accidents du travail. Travailler au champ, on peut se couper, on peut se faire très mal, enfin voilà, des blessures sérieuses. Donc on a vraiment besoin d'être soigné au Moyen-Âge et de faire appel à des gens qui sont susceptibles de vous soulager. Au village, l'essentiel de la médecine se fait par les plantes. Une spécialité donc de femmes âgées, les remèdes de bonnes femmes, qui sont tout à la fois sages-femmes, rebouteuses, un peu soupçonnées d'être sorcières aussi, mais qui pratiquent la sorcellerie blanche, c'est-à-dire qu'elles guérissent ou qu'elles empêchent de tomber malade. Dans chaque monastère, il y a une parcelle qui est consacrée aux plantes médicinales. Et puis il y a l'apothicaire aussi, qui ont fait des potions qui peuvent fonctionner. Au château, on peut avoir un barbier aussi. Alors le barbier, il ne fait pas que la barbe, ni couper les cheveux, il est aussi l'équivalent de notre chirurgien. Chirurgien et kinésithérapeute, je dirais aussi. Il replace les membres, il cautérise les plaies, donc c'est lui qui va soigner. Avant le départ de Guillaume, Ancelin a le temps de préciser que Régnier, l'intendant, était bien au courant de la situation depuis les gelées hivernales. Les vignes ont souffert et les céréales peinent à sortir de terre. Tout a été expliqué à l'intendant. Pourquoi Régnier ne m'a rien dit? De quoi a-t-il voulu me préserver? Comment a-t-il pu imaginer que je ne m'en aperçoive pas? Sous le choc de ces révélations, Guillaume de Castelnac estime qu'une discussion avec Régnier s'impose. Elle aura lieu en temps utile, quand il le décidera. Sur le chantier, le seigneur de Castelnac retrouve Régnier, son intendant. Guillaume préfère garder pour lui les propos d'Ancelin. Régnier ne sait rien des soupçons qui pèsent sur lui et ne comprend pas la soudaine froideur de son seigneur. L'intendant est celui qui va gérer la seigneurie en l'absence de son seigneur ou qui l'aide à la gérer quand il est là. L'intendant n'est pas un noble ni un chevalier, c'est un paysan qui est beaucoup plus au courant d'ailleurs de ce qui se passe dans le village, qui est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là pour le seigneur. Il est donc à mi-chemin entre le seigneur et la paysannerie. Il est souvent dur, parfois un peu roublard et parfois un peu malhonnête. C'est vrai qu'il peut ponctionner, il peut demander plus d'impôts et en mettre dans sa poche. Guillaume, lui, est sur ses gardes. L'architecte lui fait part de la mauvaise ambiance qui règne sur le chantier. L'attitude de Régnier est évoquée, augmentant les doutes de Guillaume à son égard. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intendant, il est tout sauf populaire. C'est un peu le percepteur de l'époque. Je ne connais pas grand monde qui aime son percepteur, parce que l'intendant, eh bien, il est en charge de prélever les impôts, de prélever les taxes. Donc forcément, c'est quelqu'un, moins on le voit, mieux on se porte. Mais heureusement pour lui, ce n'est pas ses seules attributions. Le seigneur, souvent, il a un péage sur le pont. Il a des marchés dans la ville à côté. L'intendant, c'est en fin de compte un régisseur en puissance. C'est lui le grand ordonnateur, c'est lui qui donne le tempo. Il va décider de où et quand les paysans vont aller semer les graines. Il va décider du moment dans le calendrier où les paysans vont se rendre à la vigne. Et puis c'est lui aussi, par exemple, qui décide de réserver un petit endroit dans la forêt pour le parquage des porcs. Régnier tente de minimiser les retards. Il réfute les dires de l'architecte. Il refuse obstinément de parler de la paye des ouvriers. Pour Guillaume, les choses sont claires. Son intendant lui cache quelque chose. Il va devoir s'expliquer. C'est très difficile de faire des comptes au Moyen-Âge, de savoir de combien d'argent on dispose ou on disposera. Tout dépend des redevances, des récoltes, de choses de ce genre. Être endetté, c'est quelque chose de chic. Avoir des dettes, pour un seigneur, c'est tout à fait remarquable. On a un poème d'un troubadour de l'époque, du XIIIe siècle, qui dit « Et vieux, et terne et triste, celui qui n'a pas de dette. Il faut mourir endetté. »
Voilà, ça c'est le must de vivre noblement. Pour Guillaume, ce château est le symbole de la promesse faite à son père. Il veut aussi offrir à sa femme et ses 2 filles un logis digne de leur rang. Mais avec l'hiver qui approche, le rêve de Guillaume s'éloigne. Après le 11 novembre, à Saint-Martin, le chantier s'arrête pour la construction parce que le mortier gèle et que la chaux contenue dans le mortier ne va pas durcir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de construction entre la mi-novembre et la mi-mars. L'idée de vacances n'existe pas. En revanche, les jours fériés sont extrêmement nombreux. Entre les dimanches et les jours de fête, il y a à peu près 90 à 100 jours qui sont chômés. Le château de Guillaume, il peut être construit en 1 an ou 2, sans gros problème à mon avis. La visite à peine terminée, Guillaume convoque sèchement Régnier dans son cabinet de travail. Entre la grogne des paysans et la paye des ouvriers qui n'arrivent pas en temps et en heure, il a de sérieuses raisons de se plaindre du travail de Régnier. Les explications de l'intendant ne sont pas convaincantes. Elles ne suffisent pas à faire retomber la colère du seigneur de Castelnac, qui préfère interrompre l'entretien. Aujourd'hui, le château est en ébullition. Les vassaux de Guillaume se pressent au festin organisé par le seigneur de Castelnac et sa dame Marguerite. À la table du seigneur, un invité de marque, Pastor du Mirail. Il est en grande conversation avec Guillaume. Sans titre de noblesse, il a fait fortune dans le commerce du vin. En réalité, il est ici parce qu'il souhaite emprunter un pont sur les terres de Guillaume. Un raccourci qui lui permettrait de gagner du temps et donc de l'argent. Cette sollicitation est providentielle pour Guillaume. Il y voit une occasion de financer la fin de la construction de son château, à condition toutefois de négocier au mieux ce droit de passage. Le festin, c'est un des grands pôles de la convivialité au Moyen-Âge. Le seigneur, il invite ses vassaux ou ses voisins. Et là, c'est la manière, là aussi, de montrer son luxe, sa puissance. Tous les vassaux sont obligés de venir assister au banquet. Ça serait vraiment une injure, un casus belli, de ne pas venir au banquet. La présence de Pastor du Mirail suscite de nombreux commentaires autour de la table. Que fait-il assis à côté de Guillaume? Pourquoi un tel honneur, habituellement réservé à la famille et à Jean, le nouveau protégé du seigneur? Régnier, lui, n'est pas à la fête. À la suite de son altercation, Guillaume a décidé qu'il ne mangerait pas à la table seigneuriale. Le festin pour le seigneur, c'est un moment extrêmement important où il mise tout sur la profusion, il en met plein les yeux à ses invités. C'est pas par hasard. Ça a un coût, mais il a une idée derrière la tête, le seigneur. Dans ces festins où le seigneur noue des alliances, où il négocie avec son invité, il met en fin de compte son invité dans une situation de redevabilité. Il fait de son invité son obligé. Quand vous avez été invité à un banquet, vous êtes obligé d'en faire un encore plus fastueux. Sinon, vous admettez que vous êtes inférieur à l'autre seigneur. Normalement, le banquet est réservé aux nobles. Et quand on invite un bourgeois, un marchand, voire même un ecclésiastique, c'est une façon de lui faire comprendre qui est le chef, hein, qui est celui qui commande. En son fort intérieur, Guillaume s'amuse de tous ces commérages. Mais il doit y mettre un terme. En levant son verre avec Pastor du Mirail, il indique clairement à la petite assemblée que le marchand mérite le plus grand respect. Si Guillaume le flatte de la sorte, c'est qu'il espère entamer sa négociation
dans les meilleures conditions possibles. C'est très hiérarchisé. Plus on est près du Seigneur, plus on est quelqu'un d'important. Il a à sa table, évidemment, les personnes qu'il veut particulièrement honorer. Et c'est à sa table que seront servis les meilleurs plats. L'expression « avoir le bras long » signifie que vous pouvez atteindre les meilleurs mets. Mais surtout, vous ne demandez pas « et là-bas, vous ne voulez pas me faire passer le plat de pigeon ». Ça, c'est pas possible. C'est très, très mal élevé. Marguerite, la jeune épouse de Guillaume, attire elle aussi tous les regards. Elle s'est chargée des préparatifs et Guillaume lui fait toute confiance. Marguerite est capable de transformer ces instants festifs en moments inoubliables. Le seigneur de Castelnac espère bien que son invité sera sensible aux égards dont il fait l'objet. Les plats ne tournent pas, ils sont posés. C'est-à-dire que vous mangez ce que vous avez devant vous. Là-bas, au fond, où vous avez les écuyers, les chevaliers de modeste figure, à ce moment-là, il y aura du bœuf bouilli, alors que là, vous avez des pigeons farcis, ou des coquelets, ou même un paon, ou du héron, ou voilà. Il y a une très grande hiérarchie des saveurs aussi, et de la symbolique des plats. On pense qu'il est plus noble et meilleur de manger des oiseaux que de manger des animaux qui traînent par terre, comme les porcs. Donc les porcs, c'est pour les paysans, et les seigneurs mangeront des cygnes, des hérons et des paons. Après plusieurs heures de ripaille, le moment est venu pour Guillaume de trouver un accord. Il sait son invité malin et fin négociateur. C'est donc à l'écart, loin des oreilles indiscrètes, que Castelnac emmène Pastor du Mirail. Au XIIIe siècle, on continue à chanter des chansons de geste, puisque c'était des poèmes chantés. La chanson de geste, c'est une chanson qui raconte les exploits des chevaliers. Ils sont très friands de ce genre de choses. On s'intéresse de plus en plus aux romans qui racontent les histoires du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Ça a eu un succès fou. Tout le monde a adoré, au point que dans la petite noblesse, on s'est mis à donner aux enfants des prénoms issus de l'histoire. Lancelot, Tristan, c'est devenu une mode, un peu comme aujourd'hui. On donne les prénoms d'un feuilleton américain à ses enfants, les Jonathan, Kevin, etc. Alors que l'ambiance est toujours plus festive dans la grande salle, le cabinet de travail de Guillaume va devenir le théâtre d'un incroyable combat. Le seigneur de Castelnac et Pastor du Mirail vont se mesurer lors d'une partie d'échecs. Pour les deux hommes, aussi déterminés l'un que l'autre, l'affrontement commence. Jouer aux échecs, c'est apprendre à défendre le roi, etc. Mais c'est un jeu qui est courant. Oui. Au Moyen-Âge, on ne joue pas forcément aux échecs comme aujourd'hui. Les nobles et les chevaliers vont privilégier l'aspect stratégique, ils vont jouer, je dirais, dans des règles classiques. Et puis, vous avez une autre manière de jouer qui est plus liée au hasard, à l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer avec un dé. En fonction de ce qui sort, eh bien, ça vous impose les déplacements et les pièces que vous allez devoir utiliser. Pastor du Mirail adopte tout de suite une stratégie agressive. Il annonce à Guillaume que son ennemi juré, le seigneur de Vertou, lui a fait une proposition très attractive. Il lui offre de traverser ses terres pour un coût minimum. Pour Guillaume, la partie s'engage plutôt mal. De quoi se mêle ce chien de Vertou? D'une façon ou d'une autre, et quoi qu'il m'en coûte, le vin de Pastor du Mirail traversera mes terres. Avoir accepté de jouer aux échecs avec un marchand, pour Guillaume, c'est non pas se déshonorer, mais un petit peu se salir. Enfin, le marchand, c'est le vilain. Mais parce qu'il a une idée derrière la tête et qu'il va pouvoir construire un bon contrat qui lui amènera
À la fois de l'argent, mais peut-être aussi des facilités. Le marchand est devenu au XIIIe siècle totalement indispensable. Guillaume ne veut pas céder au chantage, mais il a aussi besoin de l'argent de Pastor du Mirail pour terminer son château. La partie d'échecs se poursuit, la négociation est tendue. Si le marchand de vin est intelligent, il va perdre la partie pour être bien vu par le seigneur. Fin de partie. Sur l'échiquier, Guillaume a gagné. Mais en réalité, il a perdu la négociation. Le véritable vainqueur serait-il le marchand de vin? On dit qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Alors, que penser de cette lettre reçue au château en plein milieu de la nuit? Annoncerait-elle d'autres sombres présages? Guillaume le saura bien assez tôt. Guillaume se réveille tôt, comme toujours. Le seigneur de Castelnac est plutôt de bonne humeur. Cette journée est particulière. Il réserve à son écuyer une belle surprise. Mais Jean devra patienter encore un peu pour la découvrir. Il faut vraiment s'enlever de la tête l'idée que les gens du Moyen-Âge sont sales. Le bain est quelque chose d'assez courant. Alors les seigneurs peuvent avoir une espèce de grande cuve en bois doublée d'un tissu. Souvent, c'est le couple d'ailleurs qui prend son bain ensemble. Ça fait partie de la courtoisie, ça fait partie du vivre noblement. Guillaume a encore en tête sa difficile négociation avec le marchand de vin. En réalité, il pense surtout à l'offre faite par Vertou. Il en est certain, c'est une nouvelle provocation. Et il doit bien reconnaître qu'il ne s'y attendait pas. Doit-il en parler à Marguerite pour profiter de ses précieux conseils? Pour l'heure, il préfère ne pas l'inquiéter. En ville, il y a ce qu'on appelle des étuves, où on va là aussi se baigner, et qui ont parfois mauvaise réputation parce que ça peut être des lieux de prostitution. On se lavait à la campagne aussi, alors il n'y avait pas de bain public, c'était seulement en ville, mais à la campagne, donc on utilise le seau tout simplement pour aller chercher de l'eau à la rivière. On se lavait aussi tous les jours. Guillaume a beau essayer de donner le change, les manigances de ce Vertou l'obsèdent. Depuis quelque temps, ce seigneur sans foi ni loi semble avoir en permanence une longueur d'avance sur lui. Cette lettre arrivée au château pendant la nuit va bientôt confirmer ses mauvais pressentiments. C'est un de ces espions qui a fait parvenir cette lettre à Guillaume. Habituellement, avare de confidences, le seigneur de Castelnac partage ses informations secrètes avec Jean, son jeune écuyer. Le message est clair. Vertou convoque ses alliés et va lever une armée. L'espionnage et le renseignement se portent très bien au Moyen-Âge. La guerre, elle se prépare toujours de manière souterraine à toutes les époques. On a parfois quelques indications pour le Moyen-Âge sur des espies, ce qui donne donc le mot espion. Les espies, ce sont des femmes, des colporteurs, des marchands ambulants, voire des moines mendiants, qui viennent voir un peu ce qui se passe du côté de l'adversaire, soit pour l'attaquer, soit en prévision d'une attaque. Mais la missive contient une autre information très alarmante. Quelqu'un au château renseigne Vertou. Marguerite ignore tout de ce qui se trame. Elle veille à la bonne éducation de ses filles et exige ce qu'il y a de mieux. Elle fait venir pour cela un précepteur réputé. Son intention est claire, bien éduquer ses filles afin de prétendre au meilleur mariage possible.
À côté du château, il y a toujours un chapelain ou le prêtre de la paroisse. Il va donner donc des leçons en latin aux filles et aux garçons de la famille noble, la grammaire latine, le chant, parce qu'on apprend à lire en chantant, la musique. Le calcul, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on calcule essentiellement avec le système de l'abaque. Calculi, en latin, c'est les cailloux, on met des petits cailloux dans les colonnes. La monnaie, c'est compliqué, parce que la pièce la plus petite, c'est l'obole, qui vaut un demi-denier. Après le denier, on arrive au sou, au sol. Un sol, c'est 12 deniers. Une livre, c'est 20 sols. Ça simplifie pas les choses. Blanche, l'aînée de ses deux filles, est vive et curieuse de tout. Mais elle contrarie Marguerite. Aux travaux d'aiguille, elle préfère les longues promenades à cheval avec son père. Pour Guillaume, elle n'a qu'un défaut, ne pas être un garçon, cet héritier que le destin lui refuse obstinément. Son destin de petite châtelaine va être d'être l'épouse d'un seigneur et d'être une mère. Une mère et une femme au foyer qui va savoir gérer beaucoup de choses et qui va être comme un petit chef d'entreprise parce que gérer un château, c'est une lourde tâche. Blanche tente de se concentrer, mais son esprit est ailleurs. Elle reconnaît des bruits caractéristiques venus de l'extérieur. Le tintement des épées qui s'entrechoquent. N'y tenant plus, elle décide de s'éclipser et de rejoindre la tour d'entraînement. Chaque jour qui passe révèle un peu plus son âme guerrière. Blanche voudrait combattre et accomplir les mêmes prouesses que son père. Un rêve inaccessible pour la jeune fille qu'elle est. Elle saura lire, écrire, compter, parce qu'il faudra qu'elle soit élégante et cultivée. Il faudra qu'elle sache lire des poèmes à voix haute, jouer de la musique. Elle a été élevée, bien sûr, à être polie et délicate et modeste. Puis elle se prépare à être la mère de nombreux enfants, à être tout le temps enceinte. Elle n'est pas l'égale de l'homme. Et en même temps, la vie montre des femmes d'une très grande trempe, d'une très grande carrure psychologique. C'est bon, messieurs, prêts? Allez! Les yeux de Blanche s'écarquillent quand elle assiste à l'entraînement de Jean, le jeune écuyer que Guillaume a décidé de former. La jeune fille n'a qu'une envie, prendre sa place. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les petites filles et petits garçons de la noblesse sont éduqués ensemble par leur mère. Le petit garçon, bien sûr, il est du côté des nourrices et dans le monde de l'enfance et des femmes. Mais il est bien prévu dans sa tête, à lui très vite, et dans la tête des autres, qu'il est un futur guerrier. À partir de 7 ans, là, c'est la séparation définitive, on peut dire. Commence vraiment pour le garçon une éducation militaire. On lui apprend à monter à cheval, à manier l'épée, à manier la lance. Des heures et des heures d'entraînement chaque jour. Et puis des heures pour résister au froid, résister à la faim, résister à la peur, résister à l'insulte, devenir un dur. Depuis des mois, Jean met en pratique avec assiduité les conseils du maître d'armes du château. Face à Guillaume, Jean multiplie les assauts, mais rien n'y fait. Le seigneur de Castelnac a décidément plus d'expérience que lui. L'écuyer qui est chez un seigneur pour apprendre le métier des armes, c'est souvent chez l'oncle ou chez quelqu'un de la famille. Et il y a des liens affectifs qui existent, c'est presque toujours le cas. Jean ne trouve pas la faille. Il s'énerve et finit par en perdre ses moyens. Guillaume ne laisse rien passer. Il sait qu'au combat, la moindre erreur, c'est la mort assurée. Persuadé qu'il agit dans l'intérêt de son poulain, le seigneur de Castelnac le nargue et pousse Jean dans ses retranchements. Guillaume attend le meilleur de Jean
parce qu'il aura bientôt besoin de lui. Il compte sur son écuyer pour repousser la prochaine attaque de Vertou, son ennemi juré. C'est pour cette raison que Guillaume précipite les choses et annonce la surprise. Il fait de Jean un chevalier à part entière. Adoubé, c'est un vieux mot d'origine germanique qui veut dire équipé. Donc équipé, c'est l'épée et souvent le cheval aussi. Et le cheval, ça vaut une fortune. Donc le parrain, celui qui a soutenu son chevalier pendant tout son apprentissage, qui l'a reçu chez lui, qui l'a nourri, va consacrer de l'argent à lui offrir cet équipement. Guillaume est fier. En offrant à Jean les armes et les éperons, il a le sentiment du devoir accompli. S'il a été sévère, c'est uniquement pour que Jean emprunte le chemin de la loyauté et du courage. Pour Blanche, c'en est trop. Elle préfère ne pas assister à la consécration de Jean. L'adoubement se situe en général vers l'âge de 14 ans, vraiment ce qu'on appelle un rite de passage, c'est-à-dire qu'on sort de l'enfance et on entre dans l'âge adulte. Par ce geste, je te fais chevalier. Tu es libre de partir au service du Seigneur de ton choix. Mais si tu restes parmi nous, j'en serai fier et heureux. Le seigneur qui adoube viendra lui mettre la collée. C'est une forte tape qu'on applique au niveau de la nuque. Au fil du temps, ça va évoluer et on utilisera le plat de l'épée. Ça reste l'image qu'on a conservée dans les films d'aujourd'hui pour faire chevalier. À partir du XIIe siècle, l'Église s'empare de l'adoubement et non seulement il s'agit de recevoir des armes, mais il s'agit aussi de devenir un chevalier qui protège la veuve, qui protège l'orphelin, qui est loyal. Durant la cérémonie, Jean garde le visage fermé. Il ne manifeste ni joie ni fierté. Ce que le seigneur de Castelnac prend pour de la pudeur est bien autre chose. Guillaume n'a pas pris le temps d'organiser une somptueuse fête comme il est d'usage en pareilles circonstances. Jean vit tout cela comme une ultime humiliation. Guillaume a un mauvais pressentiment. Vertou est trop bien renseigné. Le seigneur de Castelnac compte sur Odéus, son astrologue, pour lui en apprendre davantage. Il le consulte toujours à l'abri des regards. C'est donc la nuit qu'Odéus rend visite à Guillaume. Pourquoi des conseillers de l'ombre? Parce que le seigneur est un angoissé de nature. Il se soucie de l'avenir de sa progéniture. Est-ce qu'elle lui survivra? Est-ce qu'il remportera la bataille qu'il est censé livrer contre son ennemi? Pour l'astrologue, une menace pèse directement sur Guillaume. Il pourrait être victime d'une embuscade lorsqu'il reviendra du prochain tournoi. Quant à l'identité de l'espion, elle n'apparaît pas dans les visions d'Odéus. Il ne distingue qu'un chiffre, le 2 et rien de plus. Il y a cette nécessité d'avoir recours à ces conseillers de l'ombre qui sont des astrologues et qui, à l'époque, sont des gens qui ont à la fois une formation de médecin, d'astronome, tout ça se mélange un petit peu, tout ça est plus ou moins toléré par l'Église. Odéus parle-t-il de mon second? Régnier ambitieux, régnier un peu voleur peut-être, mais traître et manipulateur, je ne peux pas le croire. Les échanges entre l'astrologue et son seigneur doivent rester vraiment dans l'enceinte du château. Tout ça ne doit pas sortir. Guillaume veut en avoir le cœur net. Il teste son intendant en évoquant une possible embuscade. Mais rien ne transparaît sur le visage de Régnier. S'il est coupable, il masque bien son jeu. Malgré la sombre prédiction du prophète, Guillaume a décidé de participer au tournoi. Comme pour braver le mauvais sort, il a même emmené Marguerite et ses filles. Guillaume a fait de Jean son champion. C'est donc le jeune chevalier qui va défendre l'honneur et les couleurs des Castelnac.
Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, vous avez une armure qui est en train d'évoluer assez rapidement. Les chevaliers conservent le haubert, c'est-à-dire une cotte de maille qui va à peu près jusqu'au genou. Sur la tête, le camail de maille et un certain nombre de parties rigides, donc le homme de fer, bien sûr, le homme en acier, mais également des plates, c'est-à-dire des éléments métalliques que l'on met sur les épaules, les ailettes, sur les coudes, sur les avant-bras, sur les genoux. Petit à petit, on s'achemine vers une armure beaucoup plus lourde. Pour le jeune homme, cette première joute officielle est l'occasion de prouver son courage. Une victoire pourrait changer le cours de sa vie. Quand Guillaume va à la joute, il a l'intention de se montrer, de rencontrer ses amis, par exemple les anciens jeunes avec lesquels lui-même a fait son apprentissage, mais aussi de voir des seigneurs plus puissants avec lesquels peut-être il va négocier un fief, une terre. Et puis, en l'occurrence, là, il vient avec Jean aussi pour le présenter. Un seigneur peut déléguer ses couleurs, un seigneur ou une dame d'ailleurs, à un champion qui va combattre en son nom. C'est la plus grande marque de confiance que l'on peut imaginer. En se remémorant les précieux conseils de son mentor, Jean choisit son arme de combat. De son côté, Guillaume remarque l'absence de Régnier. Pourquoi son intendant n'est-il pas venu? De nouveau, l'inquiétante prophétie d'Odéus hante Guillaume. Le tournoi est un moment extrêmement important. À l'origine, c'est une guerre ritualisée. C'est un entraînement militaire. C'est montrer sa valeur guerrière, c'est montrer aussi son fair-play. On ne va pas taper sur le malheureux qui est à terre, c'est montrer son côté courtois. Le tournoi est une extraordinaire parade chevaleresque. On se donne à voir à son seigneur, à son éventuel futur employeur, on se donne à voir aux dames. Pour des petits chevaliers sans fortune, c'est une occasion d'ascension sociale absolument merveilleuse. Un bon tournoyeur, c'est le meilleur des CV que l'on puisse imaginer au XIIIe siècle. Pour Jean, le tournoi est une formidable chance de se faire remarquer. Devant la tribune, il cherche du regard la noble dame à qui prouver sa force et son courage. La valeur du chevalier n'est importante que s'il a réussi à séduire une dame. Pour devenir chevalier, le cavalier a littéralement besoin d'une dame. Une dame à sauver ou une dame à impressionner. En fait, le tournoi combine deux choses en même temps. C'est à la fois un rituel guerrier et à la fois un rituel de l'amour courtois. L'amour inaccessible par excellence. Marguerite soutient évidemment le champion de son époux. Pourtant, le regard appuyé de Jean pour la dame de Castelnac n'échappe à personne, et surtout pas à Guillaume, qui semble troublé. L'amour courtois, par définition, c'est un amour adultère. Il ne faut pas aimer sa femme, c'est très mal vu au Moyen-Âge. L'amant doit aimer la femme de son seigneur, toujours d'un seigneur plus élevé que lui. Ce n'est pas le résultat qui compte au Moyen-Âge, mais c'est le rituel, tout le chemin parcouru pour arriver à un but. En réalité, ce n'est pas une vraie femme, c'est juste une espèce de femme idéalisée et qui est faite pour honorer le mari. En fait, en flattant la dame, c'est le mari que l'on flatte. C'est finalement une riche duchesse à la réputation sulfureuse qui jette son dévolu sur Jean, au plus grand soulagement de Guillaume. Jean va maintenant affronter son premier adversaire. Guillaume l'a déjà combattu et vaincu à plusieurs reprises, mais il sait à quel point il est redoutable. Son champion sera-t-il à la hauteur? C'est la peur au ventre qui le regarde Jean s'élancer. D'une précision diabolique, le coup de son adversaire est imparable.
Dans les tribunes, la déception se lit sur les visages. Pour Jean, la désillusion est cruelle. L'humiliation est totale. Le vainqueur, normalement, récupère l'équipement et le cheval du vaincu et parfois même exige rançon du vaincu. Pour Guillaume, la défaite est inacceptable. L'honneur des Castelnac est en jeu. Il se doit de réagir. Sans se soucier de son jeune protégé, il décide de relever le défi lui-même et se présente à la joute suivante. Si Guillaume avait fait de Jean son champion et qu'il lui retire ensuite publiquement cette prérogative, c'est en effet une formidable claque qu'il lui envoie. Il perd la face au sens propre puisque c'est public. En chevalier émérite, Guillaume a choisi sa tactique. Il abaissera sa lance le plus tard possible, empêchant ainsi son adversaire de choisir son angle d'attaque. Il ne tient pas à être la risée de toute la chevalerie. La victoire est impérative. Vive Guillaume! Vive notre Seigneur! Notre famille a frôlé le déshonneur. Jamais je n'aurais pu vivre avec ça. Malgré la victoire, Guillaume est soucieux. Si la prédiction d'Odéus se réalise, le chemin du retour risque d'être périlleux. Pour ne pas mettre en danger sa femme et ses filles, il leur a ordonné de rentrer de leur côté sous bonne escorte. Mais une autre raison pousse Guillaume à protéger Marguerite. Elle vient de lui annoncer qu'elle attend un enfant. Entre Guillaume et Vertou, il y a clairement une guerre de l'honneur et de la vendetta. C'est ce que l'on appelle dans le vieux droit germanique la fède. Il y a une injure de sang qui doit se laver dans le sang. Il y a eu un meurtre d'un côté, œil pour œil, dent pour dent. Guillaume sait de quoi Vertou est capable. Mais il ne craint pas de l'affronter, bien au contraire. Il n'a qu'une obsession, venger la mort de son père. Vertou, qui a l'air d'être particulièrement méchant, peut décider de ne pas attendre la riposte. Donc il a tué le père, il va essayer de tuer le fils, comme ça il va éviter la vengeance du fils. Pour l'heure, ce n'est pas la vengeance qui obsède Guillaume. Aux abords du village, règne un calme très inhabituel qui arrache le Seigneur à ses pensées. Il craint le pire. On s'aperçoit que ces seigneurs sont très virulents les uns à l'égard des autres, et puis que la paix est quelque chose d'extrêmement fragile. Malgré l'interdiction de Saint-Louis de 1245 d'interdire ces guerres privées, on appelle ça des guerres privées, on s'aperçoit que ces conflits interseigneuriaux vont durer jusqu'au XVe siècle. Durant un tournoi, en effet, la seigneurie est affaiblie. Donc, c'est de bonne guerre de la part de Vertou d'envoyer des hommes fourrager ou piller les villages de son ennemi en sachant que le seigneur local et ses meilleurs hommes sont ailleurs. Donc, c'est une très bonne idée. Du point de vue de l'honneur, c'est absolument détestable. La lâcheté de Vertou est sans limite. Il n'a pas hésité à attaquer de pauvres paysans sans défense. Entre le pillage et la prédiction, Guillaume ne peut pas avoir de doute. Si Vertou sait quand et où frapper, c'est qu'il a un complice particulièrement bien informé. Ils brûlent les églises, ils prennent les paysans en otage, leur font payer des rançons, ils volent le bétail, ils brûlent les récoltes. C'est vraiment ces guerres privées qui, à la campagne, font régner un sentiment d'insécurité très important. Trop faible pour s'enfuir, Adélaïde, qui agonisait depuis plusieurs jours, est retrouvée sans vie. Guillaume est effondré. Mais il doit se rendre à l'évidence. Tout indique que Régnier l'a trahi. Comment son fidèle intendant, cet homme de confiance, a-t-il pu se rendre complice d'un tel massacre? Par quel stratagème Vertou a-t-il pu le rallier à sa cause?
Guillaume, comme la plupart des seigneurs de son époque, doit avoir peur des traîtres. Parce que ça, des traîtres, il y en a autant qu'on en veut. Et ils peuvent être serviteurs, ils peuvent être écuyers. On se méfie de son entourage. Et en même temps, trahir, c'est un crime épouvantable. Parce que ce qui compte au Moyen-Âge, c'est la parole donnée. Et à partir du moment où on a donné sa parole, où on a engagé sa fidélité, c'est ce qu'il y a de plus horrible que de trahir. Sois maudit, Vertou. Je craignais pour ma vie. Et c'est mes paysans que tu massacres. Tu peux être certain que je te retrouverai et que je les vengerai. Au château, Guillaume est encore sous le choc. Quand ses hommes rentrent avec un fugitif, les soldats sont catégoriques. C'est l'un des pillards. Il est immédiatement jeté en prison. La prison médiévale n'est pas un lieu où passer ses vacances. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on le met dans une pièce qui sert de geôle, qui est souvent en fait une cave. Il va être interrogé, surtout s'il est un émissaire de Vertou, un émissaire de l'ennemi. À ce moment-là, il est soumis à la question et il est interrogé de manière brutale par un homme de Guillaume. Pour Guillaume, cette arrestation est une occasion inespérée de reprendre l'avantage sur Vertou. Il est prêt à utiliser tous les moyens pour faire parler le prisonnier. Contrairement à ce qu'on imagine un peu trop souvent, tous les seigneurs n'ont pas chez eux un bourreau, ça coûte cher, un bourreau. La réponse qu'attendait Guillaume ne se fait pas attendre. Le prisonnier avoue. Vertou, l'ennemi juré, est bien à l'origine de cette violence et de ce désordre qui règne sur les terres des Castelnac. En général, il parle très rapidement. Vertou n'aura pas des hommes si fiables que ça, capables de résister à la torture. D'ailleurs, pour retourner quelqu'un, très souvent, il suffit de lui donner la pièce. Malgré la violence de ses crimes, l'accusé aura droit à un procès public. En fin stratège, Guillaume va profiter de l'occasion pour tendre un piège et confondre celui qui l'a trahi. Oui ? En attendant, Guillaume ressent le besoin de se confier à Marguerite, son épouse. Avouer que Régnier est probablement le traître devant sa femme lui est très difficile. Faire preuve d'un tel manque de perspicacité, d'une telle naïveté, est indigne d'un seigneur de son rang. Avec sa douceur habituelle, Marguerite reste à l'écoute. Comme Guillaume, elle est inquiète, mais n'en laisse rien paraître. Au contraire, la dame de Castelnac trouve les mots qui réconfortent son époux. Le couple d'une seigneurie, c'est un peu comme une petite PME familiale qu'il faut faire tourner. Donc on échange sur les doutes, les inquiétudes, l'entourage, les orientations à donner, la gestion à opérer sur le domaine. Il y a vraiment un intérêt commun, le couple est uni dans cette volonté de faire fonctionner la seigneurie de manière commune. Cet échange fait le plus grand bien à Guillaume, qui confie à Marguerite les grandes lignes du plan censé confondre le traître. Ensemble, ils mettent au point les derniers détails. Le félon ne pourra pas leur échapper. Le procès se déroule comme Guillaume l'a prévu. L'accusé est rapidement jugé coupable. Il est coupable. Pour éviter la peine capitale, le pillard tente une dernière manœuvre. Il propose un accord. Le nom du traître contre la vie sauve. Le seigneur hésite. Il souhaite s'accorder un délai de réflexion avant d'accepter la proposition du prisonnier. En réalité, tout cela fait partie du plan de Guillaume. Il espère que le traître a entendu les termes de cet arrangement
et qu'il tentera de supprimer le pillard avant qu'il ne parle. Contrairement à une idée reçue, le seigneur n'a pas tous les droits. D'abord, c'est un seigneur chrétien. Il est durement condamné par l'Église s'il ne respecte pas les lois chrétiennes. Plus le seigneur est important, plus il peut aborder toutes sortes de procès, et on distingue au Moyen-Âge entre la petite justice, la moyenne justice et la haute justice. La basse justice, c'est les affaires courantes, c'est-à-dire des amendes, des petites infractions, et c'est une justice qui rapporte. La moyenne justice, c'est déjà un vol à main armée, une bagarre avec effusion de sang. La haute justice, c'est tout ce qui concerne les peines capitales, c'est-à-dire que comme symbole de son pouvoir justicier, il y a les fourches patibulaires, le gibet et le pilori. Le piège a fonctionné. Le prisonnier est empoisonné. Il n'est pas difficile de faire parler le soldat qui a servi le mortel breuvage. Rapidement, il révèle l'identité de l'empoisonneur. Guillaume reste sans voix. Le traître n'est autre que Jean. De peur d'être démasqué, le jeune chevalier prend le temps de voler les plans du château avant de s'échapper. Impuissant, Guillaume ne peut que constater la fuite de celui qu'il considérait comme son fils. J'étais prêt à te donner ma fille et mon château. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Tu ne mérites plus de vivre. Je te tuerai de mes propres mains. Le traître est démasqué. Guillaume peut de nouveau accorder sa confiance à Régnier. Il a même décidé de lui pardonner en partie de s'être enrichi sur son dos et celui des paysans. Il lui a juste demandé de restituer l'argent détourné. Il est temps désormais de finir au plus vite la construction du château. À partir de Philippe Auguste, on voit un château qui est conçu pour répliquer et pour infliger le maximum de pertes à l'assaillant. Le château est plus une machine de guerre organisée. On couvre absolument tous les abords par les angles potentiels de tir. Ce qui fait qu'un soldat qui veut s'approcher de la muraille risque d'être pris sous le feu croisé des tours à droite et à gauche, et évidemment au-dessus de lui par les soldats qui tiennent la muraille. En compagnie du maître d'œuvre, Guillaume peut constater les dernières améliorations apportées au château. Les ouvrages de défense correspondent parfaitement à ses attentes. De quoi contenir un assaut et riposter. On va multiplier les archères, et pour avoir des angles de tir efficaces, par exemple, on va les disposer en quinconce. À l'extérieur, ça a l'aspect d'une simple fente étroite. À l'intérieur, ça s'évase un peu pour offrir un angle de tir à l'archer qui est à l'intérieur de la tour. Grâce à cette fortification, Guillaume se sent rassuré. Il sait que sa femme, ses filles et son futur enfant sont en sécurité. Le système défensif du château contre les assaillants, c'est aussi les superstructures, les parties hautes du château, qu'on appelle les couronnements. Ils se composent au XIIIe siècle essentiellement d'un crénelage. Il y a d'autres possibilités, mettre le chemin de ronde plutôt à l'extérieur du mur, en saillie. Et dans ces cas-là, on fait des machicoulis. Ça permet d'avoir un tir vertical dans lequel soit on tire à l'arc, soit on lance des pierres. Le château de Guillaume va être construit en fonction justement de cette défense active. Les travaux s'achèvent comme prévu avant la trêve hivernale. Guillaume attend son ennemi héréditaire de pied ferme. Vertou aura toutes les peines du monde à prendre un tel château. Le seigneur de Castelnac n'aime pas être dérangé pendant la lecture. Mais aujourd'hui, c'est différent. Marguerite est en train d'accoucher. Guillaume est dans un état second, à la fois impatient et inquiet. En cet instant, il se souvient avec tristesse que le précédent accouchement s'était terminé en drame. Marguerite avait failli perdre la vie et l'enfant n'avait pas survécu. C'était un garçon, le fils que Guillaume espérait tant. J'implore, Seigneur, votre bonté. Donnez-moi le fils que Marguerite et moi appelons de tous nos vœux.
Ce qui nous semble aujourd'hui être le plus beau jour de la vie d'une femme est à la fois un espoir, mais à la fois redouté par les mères au Moyen-Âge. La mortalité féminine entre 15 ans et 35 ans et 40 ans est énorme. Donc une femme qui attend un bébé, elle sait que peut-être elle va mourir en mettant son bébé au monde. Marguerite souffre le martyre, mais elle s'accroche à l'idée de donner un fils à Guillaume. En tant qu'épouse du Seigneur, c'est son rôle. Ce qui se joue dans cette chambre, c'est l'assurance de la pérennité du nom des Castelnac, ainsi que l'avenir du couple. L'accouchement au Moyen-Âge, c'est vraiment une affaire de femmes. Les hommes n'ont pas le droit d'y assister, même les maris. Il y a celles que l'on appelle des matrones ou des sages-femmes, ou des ventrières même, parce qu'elles s'occupent du ventre de la mère, sont là. Ce sont vraiment des femmes qui sont spécialisées, qui en savent d'ailleurs beaucoup plus que les médecins hommes. Elles assistent donc la femme pour son accouchement. Dans les maisons paysannes, dans un hameau ou isolé, il est possible que le papa aide. Il est évident que ces hommes qui voient leurs brebis agnelées ou leurs vaches vêlées ont peut-être aussi une sorte de savoir-faire. Les cris de Marguerite résonnent dans toutes les pièces du château. Dans la chambre, on retient son souffle. Jeanne, la matrone, comprend que l'accouchement va être long. Elle s'inquiète. Elle veut à tout prix garder la châtelaine et son enfant en vie. Si le bébé se présente mal, la césarienne n'est pas pratiquée ou très peu, et elles vont mourir sans pouvoir avoir mis leur bébé au monde. L'autre risque qui va durer jusqu'au XIXe siècle, c'est la fièvre puerpérale. On n'a rien au Moyen-Âge pour soigner l'infection. Rien. Pas d'antibiotiques. Une dernière fois, la matrone replace le bébé pour qu'il se présente au mieux. Il semble que ce dernier geste soit le bon. Au bout de ces interminables efforts, Marguerite connaît enfin la délivrance. Elle va peu à peu retrouver son calme. Les premiers pleurs du bébé sont un vrai soulagement pour tout le monde. Non seulement mère et enfant se portent bien, mais, miracle, c'est un garçon. Il y a tout un arsenal de superstitions pour faire en sorte que le bébé puisse naître en pleine forme. Par exemple, on dénoue les nœuds dans les étables ou dans la maison pour éviter que le bébé s'étrangle avec son cordon ombilical. Et puis, le Seigneur est toujours très soucieux d'avoir un garçon. Donc là aussi, il y a tout un système d'idées les plus folles possibles, relevant toutes de la superstition, pour faire en sorte que le Seigneur puisse avoir un garçon. Pour avoir un garçon, il faut des nourritures chaudes, parce que l'homme est nature chaude, tandis que la femme est froide. Si la mère veut un garçon, on va lui raconter des histoires de preux, de chevaliers, on va lui parler de lions, de tigres. Et donc il y a toute une mise en condition qui se fait en fait par le milieu féminin. Les mères, les tantes, les cousines, etc. Alors évidemment, à la naissance, en général, on est surpris. La nourrice, il faut qu'elle soit une très bonne laitière, puisque pour avoir du lait, une femme, c'est qu'elle a déjà un enfant. Donc elle va très peu nourrir le sien, qu'elle va confier à quelqu'un d'autre, ou nourrir le sien plus celui de la châtelaine. Au-delà de son statut nourricier, la nourrice, c'est une véritable mère de substitution. On peut dire que c'est vraiment la seconde mère. Elle va suivre le bébé jusqu'à ses 4, 5, 6 ans. Et elle l'accompagne tout au cours de sa petite enfance. Très souvent, elle est issue de la petite noblesse parce que les parents savent que leur enfant sera en de bonnes mains et qu'il recevra une éducation digne de son rang. Rongé par l'angoisse, Guillaume va enfin découvrir son enfant. Il peut se féliciter d'être le papa d'un beau garçon. Mon fils, je te souhaite la bienvenue et te promets d'être toujours à tes côtés. Pour Guillaume, ce tout petit homme a déjà les traits des Castelnac. Ce soir, le Seigneur est heureux. Un nouveau venu dort au château et il a déjà une multitude de projets pour lui.
Avec l'arrivée de cet enfant, il souffle un vent de gaieté sur le château, une parenthèse enchantée. Mais ce répit est de courte durée. Une terrible nouvelle vient de tomber. Les troupes du seigneur de Vertou sont en marche. Vertou, tu as le diable en toi, mais je t'attends. Je suis prêt. Si Vertou a mis si longtemps pour partir à l'assaut du domaine des Castelnac, c'est qu'il a pris soin de s'entourer d'alliés, des seigneurs qu'il a réussi à convaincre avec de fausses promesses de pouvoir et d'argent. Grâce à ces renforts, son armée est plus forte et dangereuse que jamais. Vertou, en effet, s'il veut attaquer le château de son ennemi, est obligé de battre le rappel de tous ses alliés. Tout seul, c'est pratiquement impensable qu'il puisse mener une attaque d'envergure. Il a besoin de beaucoup plus d'hommes, de beaucoup plus de matériel, de beaucoup plus de temps. Il va donc appeler à lui des alliés, des parents qui ont leurs propres ressources. C'est comme ça que le siège va être possible. Vite les paysans, le village est attaqué, fuyez au château. À l'annonce de l'arrivée des troupes ennemies, les paysans quittent le village dans la plus grande confusion. En se réfugiant au château, ils remettent leur vie entre les mains du Seigneur. Pour Guillaume, c'est une lourde responsabilité. Le château de Guillaume, c'est pas simplement le château du Seigneur, c'est aussi le château de la seigneurie. Les populations rurales ont un droit à être protégées. Donc en cas d'attaque, ce sont les premiers qui souffrent, parce que ce sont les villages qui sont incendiés, et donc ils se réfugient à l'intérieur des murailles, et le Seigneur n'a pas le droit de les en empêcher. Les troupes de Vertou seront bientôt au pied du château de Castelnac. Le Félon est impatient d'en découdre avec son ennemi héréditaire. Derrière, là-bas. On va leur donner un coup de main ici. Plus fort, allez. Au petit matin, règne une agitation inhabituelle devant le château. L'avant-garde de l'armée de Vertou se presse pour dresser un camp avant l'arrivée de leur seigneur. Il faut que tout soit prêt à temps, sinon gare à la colère de Vertou. Le maître de camp rudoie ses équipes qui se démènent. Cette parcelle plate est à la distance idéale du château pour monter la tente de commandement. Plus serré, ça va pas. C'est pas droit. Là, porte-moi ça, retends-moi ça là-bas, c'est pas bien tendu. Plus vite, là-bas. Au château aussi, le siège s'organise. Les paysans les plus courageux et les plus vaillants prêtent main forte aux soldats de Guillaume. Sur le chemin de ronde, toutes les forces sont réquisitionnées. Tous ceux qui peuvent guetter, ralentir ou anéantir l'ennemi sont en faction. Une armée met suffisamment de temps à s'approcher pour que le seigneur du château soit prévenu. Guillaume a donc eu la possibilité de faire rentrer des provisions et de faire rentrer des munitions. Des flèches ont été taillées, les armes ont été huilées, graissées. Il a fait rentrer des pierres et il a aussi pris à l'intérieur du château des hommes vigoureux, costauds et ingénieux, et des femmes aussi, qui vont pouvoir participer à la défense. Notre seigneur. En face du château, Vertou fait son entrée au camp. Le seigneur de Bourdeille, son nouvel allié, l'accompagne. Première phase de l'opération, isoler le château et tenter d'impressionner les assiégés. Pour cela, les machines de guerre ont de quoi effrayer les plus téméraires. Vertou et Bourdeille espèrent que le seigneur de Castelnac se rendra avant l'assaut. Toute la subtilité de l'art de la guerre consiste à éviter de faire la guerre véritablement. Une armée qui arrive devant un château va essayer d'éviter de l'assiéger. Donc la première phase consiste à monter à la vue des assiégés des machines de siège, des catapultes, des trébuchets, éventuellement même des tours d'assaut pour intimider les défenseurs et les encourager à ouvrir leurs portes. On amène avec soi des ingénieurs militaires qui ont leurs équipes. Donc on apporte des planches, des poutres, des cordes, du métal, des ferrures, parce qu'il est hors de question de transporter sur des routes boueuses et caillouteuses d'énormes machines qui pèsent des tonnes. Pour terrasser son ennemi, Vertou a tout prévu. Machiavélique et calculateur, il ne laisse jamais rien au hasard.
Il apprend ainsi au seigneur de Bourdeille qu'il a convaincu Jean, le fidèle écuyer de Guillaume, d'être son informateur. Le traître lui a même livré un document de la plus haute importance, les plans du château. Le fait de pouvoir prendre le château peut venir par trahison. Soit l'assaillant, soit quelqu'un dans l'effectif des assaillants a un mouchard ou un traître à l'intérieur du château qu'il a placé là avant de venir. En général, les châteaux se ressemblent un peu et il n'y a pas de mystère. Mais par contre, pour certains points faibles, c'est important de savoir où ils sont et que quelqu'un se soit renseigné. Il y a entente pour que la porte soit ouverte ou pour que ce coin de chemin de ronde ne soit plus surveillé un temps donné et qu'une échelle d'assaut puisse s'y glisser ou que cette poterne ne soit pas très bien fermée et facile à enfoncer, par exemple. Dans les deux camps commencent de longues journées d'attente et d'inquiétude. La guerre des nerfs a commencé et risque de s'éterniser. Guillaume sait que le temps joue en sa faveur, à condition de pouvoir préserver le moral de ses hommes. Vertou, de son côté, multiplie les exercices d'entraînement au combat pour tromper l'ennui. Il faut que le siège aille vite, parce qu'il n'y a pas de logistique, donc très rapidement, les hommes et les bêtes ont faim, on saccage et on pille, on fourrage, le terme exact c'est fourrager, on fourrage le pays dans un rayon de 40 km, mais très vite, il n'y a plus rien à manger autour. Les hommes qui ne mangent pas à leur faim ne sont plus de bons combattants. Dans le droit féodal, les chevaliers d'un seigneur doivent 40 jours d'ost par an à leur suzerain. Donc là, pendant ces 40 jours, c'est gratuit. Après, s'il veut les garder, pour que le siège puisse durer, il va les payer. Il a bien évidemment des soldats soldés, c'est bien le mot que veut dire soldat. Donc il a des guerriers soldés qu'il va payer. S'il n'a plus d'argent, tout ce monde-là va partir. Donc un siège, parfois, ne dure pas par manque d'argent. Après d'interminables semaines, Vertou a compris que Guillaume ne cédera pas à la pression du siège. Le seigneur Félon n'a plus le choix. Il ne peut pas attendre davantage. Il ordonne à ses hommes de monter une dernière machine de guerre. Les coups de marteau résonneront tard dans la nuit. Seigneur, faites que ce supplice s'arrête. Que Vertou ose enfin m'affronter. Pour les hommes du château, cette nuit a été particulièrement harassante. Mais ils savent que le pire est à venir. À l'oratoire, Guillaume prie comme tous les matins. Aujourd'hui, il en appelle aux forces célestes pour lui permettre de garder en vie sa famille et ses hommes. En face du château, Vertou va démontrer une fois de plus sa détermination et sa cruauté. Il s'apprête à payer Jean pour ses services rendus lorsque soudain, il change d'avis. Le coup est fatal. Vertou s'est débarrassé d'un personnage qui ne lui était plus d'aucune utilité. Depuis le chemin de ronde, Guillaume a tout vu. L'assassinat de celui qu'il considérait comme son propre fils ne semble pas l'émouvoir. En réalité, il n'a qu'un seul regret, celui de n'avoir pas pu tuer de ses propres mains ce misérable traître. À la mi-journée, Vertou déclenche les hostilités.
Pour attaquer la muraille, on a besoin d'artillerie à contrepoids, c'est-à-dire ce qu'on appelle des trébuchets. Lorsqu'il y a 2 contrepoids, on appelle ça un couillard. À ce moment-là, on peut envoyer des pierres de 100 à 150 kg, toujours à une distance de 150-200 mètres, donc il faut être très près. On peut en envoyer 5 ou 6 par heure assez facilement. Un seigneur comme Vertou ne peut avoir plus de 2 ou 3 trébuchets. Donc on n'envoie pas tant de boulets que cela. On essaye d'attaquer le point le plus faible de la muraille, notamment celui qui a été miné ou bombardé. Et donc les courtines qui faisaient 15 à 20 mètres de haut n'en font peut-être plus que 5 ou 6. Et donc on monte à l'assaut de ce côté-là, et évidemment les premières lignes sont particulièrement touchées par les tirs de flèches ou d'arbalètes. À mort! Les hommes de Vertou parviennent à s'engouffrer dans une brèche de la muraille. Puis, à coups de hache, ils prennent d'assaut les lourdes portes de la cour intérieure. Le corps à corps est inévitable. Les portes finissent par céder. Après un bref instant de panique, les soldats de Guillaume se ressaisissent. Leur seigneur peut être fier d'eux. À coups d'épée et de lance, ils se battent comme de beaux diables. Du haut des courtines, les archers tentent d'empêcher la progression de ceux qui veulent prendre d'assaut le donjon, le refuge de la famille du seigneur. Un assaillant risque de recevoir une flèche ou plutôt un carreau d'arbalète, puisque l'arme la plus précise au XIIIe siècle, c'est l'arbalète qui a une portée utile à 200 mètres. Mais c'est une arme qui est lente à recharger parce qu'elle est très lourde et qu'il faut parfois un petit treuil pour le faire. Si le tireur n'est pas protégé, il risque de se faire descendre au moment où il est en train de recharger son arme. Avec l'arc, on pouvait tirer frontalement, on pouvait tirer en l'air pour que ça retombe, et on pouvait tirer complètement à la verticale. Alors qu'avec l'arbalète, on ne pouvait pas. L'arbalète, c'est un tir tendu à l'horizontale, c'est beaucoup plus puissant que l'arc. Il y a une beaucoup plus grande efficacité à l'impact. L'arc, on couvre une 50aine de mètres maximum. L'arbalète, ça va plus loin, ça défonce davantage le thorax, même cuirassé. Sur l'autre flanc du château, une deuxième vague d'assaut fait des ravages. Les hommes de Bourdeil font céder la palissade. Les soldats de Guillaume, moins nombreux, ne parviennent pas à enrayer cette intrusion. Les ennemis prennent clairement l'avantage. Vertou et Bourdeil rêvent déjà d'une victoire éclatante. Mais Guillaume n'a pas dit son dernier mot. Enfin stratège, il modifie son plan de bataille. Il ordonne un repli vers la cour du donjon pour mettre ses hommes à couvert et attirer les assaillants dans un piège. Une armée qui attaque un château a besoin d'être beaucoup plus nombreuse que le nombre de défenseurs. Plus exactement, il y a beaucoup plus de professionnels de la guerre dans l'armée qui va attaquer. La stratégie de Guillaume est payante. Pour la première fois depuis le début de l'assaut, les hommes de Vertou et de Bourdeil sont en difficulté. Certains d'entre eux commencent même à battre en retraite. Pour l'assiéger, il y a tous les projectiles que l'on lance des machicoulis ou des ourdages. L'huile bouillante, ça fait partie du folklore, de l'image d'Épinal du château fort qui a été beaucoup diffusée au 19e siècle. Mais c'est complètement fictif, c'est complètement fantasmé en fait, l'huile bouillante, compte tenu du prix de l'huile, de la difficulté à la chauffer. Faut vraiment rester dans l'idée qu'on lance plutôt des projectiles en solide qui peuvent assommer, qui peuvent péter une échelle qu'on a posée contre le mur, qui peuvent rebondir et aller dissuader quelqu'un d'approcher, etc. Parfois, les femmes sont aussi là-haut, les enfants ont aidé à monter les pierres sur les chemins de ronde, et là, on peut avoir parfois des femmes qui savent très bien lancer des pierres. Au campement, le seigneur de Bourdeil comprend rapidement que l'issue de la bataille est de plus en plus incertaine. Avant qu'il ne soit trop tard, il décide de rappeler ses troupes. Vertou est fou de rage. Pour lui, son allié est un lâche et il entend bien lui faire payer sa traîtrise. Traître,
félon, tu seras pendu. L'ultime tentative des assaillants est un échec cuisant. Leurs cadavres jonchent désormais la terrasse du donjon. Le combat des hommes de Guillaume n'a pas été vain. L'honneur des Castelnac est sauf. Guillaume savoure cette victoire et ne peut s'empêcher de penser à toutes ces vies sacrifiées. Le moment est venu de faire payer à Vertou tous ses crimes et ses ignominies. Mais la vengeance sera pour plus tard. Vertou a fui lâchement. Le château des Castelnac a tenu bon. Père, avec cette victoire, je tiens ma promesse. En retrouvant la paix, Guillaume a aussi rétabli un climat de confiance avec les paysans. Les récoltes sont bonnes depuis plusieurs années. Tous les jours, Guillaume remercie le ciel de lui avoir donné ce fils qui porte déjà fièrement le nom des Castelnac. Toi aussi, fils, tu seras un vrai combattant.